Bonjour Monsieur Pascal Blanchard. Bonjour, Vous êtes historien tout à fait. et aujourd'hui on se retrouve sur la Ruche Média pour parler de ce documentaire assez exceptionnel qui fait parler, qui Mhm, fait du bruit, qui s'appelle Décolonisation du sang et des larmes. Vous êtes co-auteur mhm. de ce documentaire. Avec David Cambroza, David Cambronza, très tout à bien, on fait. mettra son nom comme ça là. Mais c'est très bien. David Voilà. sera très content Et qu'il soit bon, en dessus. super. Et c'est un travail d'équipe, c'est un Mhm. travail important qui a été diffusé sur France 2, rappelez-moi la date, mais parce qu'on va Le 6 diffuser octobre. le 6 octobre. Et information très importante, et c'est inédit, il sera 60 jours Oui, en replay sur la plateforme de de France France Télévisions. Télévisions. Tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'on fait cette interview aujourd'hui, parce qu'en effet, il est passé 6 octobre, mais il faut continuer à parler de ce travail, de ce que vous avez Mhm. fait, au-delà même des 60 jours. Donc, la première question, c'est comment convaincre une chaîne importante comme France Télévisions de diffuser un documentaire comme celui-ci? C'est inédit. Est-ce que vous avez eu du mal? Je pense que ça a été beaucoup moins dur qu'il y a 5 ou 10 ans. D'accord. Pour des raisons qui peuvent vous sembler très étonnantes, mais d'abord le sujet, on en parle énormément depuis 4 5 ans Mhm, dans l'opinion. mhm. Cette année, il y a eu l'histoire des statuts qui a Oui. mis la question coloniale au devant de la scène en termes de débat. Puis depuis 2 3 ans, le débat sur la question des coloniales a Mhm, occupé l'espace politique, l'espace symbolique. Et puis il y a eu un certain nombre de fictions qui sont arrivées dans le cinéma. Et puis on voit bien que la société française débat de ces questions. Donc oui. déjà, ce qui est nouveau, c'est que c'est dans l'air du temps. Oui. Deuxièmement, les diffuseurs se sont rendus compte depuis 2 3 ans, puisque faire un film comme ça, c'est en Oui, fin de ça vous a compte pris combien de temps? 2 ans. 2 ans. Donc il faut se ramener au contexte de 2018. Oui. Et 2018, on commençait à voir que les jeunes, la nouvelle génération, s'intéressaient particulièrement à la question. Et vous le savez comme moi que les diffuseurs, Mhm, notamment dans les chaînes télé, se posent énormément la question de comment ramener le public jeune mhm, sur leurs antennes. Donc il y a eu un moment une connexion qui est très très loin du sujet en fait, mhm, mhm. mais qu'il faut intégrer parce que bah, c'est comme vous, votre public, Oui, vous posez la question de votre public quand vous oui, travaillez. bien sûr. Et bien France Télévisions, et notamment Catherine Alvarez, Emmanuel Migeot, qui s'occupent des documentaires, se Mhm, posaient véritablement la question de grands sujets de société qui, au-delà du public traditionnel de France Télévisions, pouvaient venir à la télévision, même en passant par le replay ou par d'autres moyens d'ailleurs, mhm, par rapport à des thématiques qui devenaient importantes pour eux ou qui étaient importantes pour eux. mhm. Et puis troisièmement, c'est la question qui est très importante à France Télévisions de l'outre-mer, Oui. en sachant qu'il y avait tout un débat sur la place de l'outre-mer dans France Télévisions et la place de la diversité, Mhm, qui sont deux questions qui traversent en permanence les mhm, priorités de France Télévisions. Et quand vous parlez d'un sujet sur l'histoire des décolonisations, et notamment quand vous intégrez les territoires ultramarins, ce qui est aussi une nouveauté de ce film, d'un seul coup, vous répondez à plusieurs problématiques oui. qui correspondent à une envie de la chaîne. Et puis, dans le même temps, vous avez la connexion d'une équipe qui se forme. Lucie Pastor, qui est une des grandes productrices de ciné-TV, Mhm, qui a l'idée de regrouper David Cambroza, qui est mhm, plutôt un spécialiste de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, et d'un mhm. historien comme moi. David et moi, on ne se connaissait pas avant le projet. Ça, D'accord. c'est la grande force de Lucie, chez Mhm, Ciné-TV, d'avoir eu cette idée de proposer cette équipe mhm. à France Télé. Je connaissais bien en plus Catherine Alvarez, elle venait juste de partir d'Arte, avec qui j'avais signé avec elle Sauvage au cœur des eaux humains, qui est passé 2 ans avant sur 2 ans Arte, avant. qui vient de repasser il y a très peu de temps sur Arte, sur l'histoire des eaux humains. Donc Catherine me connaissait bien, elle savait que j'avais toujours une envie d'écrire de manière un peu particulière, Mhm, notamment en tenant compte des mémoires, des récits, des témoignages. Et David est un très grand réalisateur, dont elle mhm, savait qu'il était quelqu'un qui savait tirer la substance moelle mhm. dans les interviews de la mémoire des gens. Et donc elle s'est dit, belle équipe, bon moment, bonne concomitance des planètes, Oui, grande confiance parce que c'est un projet ambitieux de vouloir coloriser bien sûr. 2 fois 80 minutes. Énorme travail d'archives sur 1200 heures d'archives Mhm, visualisées. mhm. Un tour du monde, 90 000 km fait pour aller faire les tournages. Donc c'est aussi, il faut derrière un producteur qui a cette vision de, je dirais, de l'économie, pas au sens budgétaire, mais de Non. l'économie du projet sur 2 ans. C'est-à-dire qu'il faut aller droit au but et en même temps, il faut se donner le temps peut-être de tâtonner pour être le plus juste possible sur l'équilibre pareil. Voilà, donc tout ça a fait que France Télévisions a été convaincue, je dirais au-delà du mot courage, a eu l'intelligence Oui, oui. d'être les premiers à aller sur la question. Mhm, C'est important parce que souvent on considère que France Télévisions n'innove pas, c'est pas vrai. mhm. Ils ont innové. Là, oui, c'est la Et preuve. en plus de faire un documentaire ambitieux, je veux dire, non, au-delà de dire on fait un documentaire, c'est pas n'importe quel Oui, documentaire, c'est pas n'importe quelle case, ouais. 21 heures. 21h. Ouais. C'est un beau format, 3 heures. Mhm. Il n'en faut pas plus, je pense. Mais en même temps, on a eu beaucoup de mal. Je pense qu'on aurait pu faire 10 heures avec David de monter. Oui, C'est-à-dire qu'il oui, a fallu couper 7 heures pour faire 3 heures. d'accord. On a 47 témoins en interview, 42 sont utilisés dans le film. Il faut se dire que chaque témoin, c'est entre 1 heure et 2 heures de témoignage. On pourrait donc
Rien que là, avoir 100 heures de mémoire qui existent pour les historiens demain. Il faut imaginer que des fois, chaque témoin n'a pu parler peut-être que 2 minutes, Oui, après oui, avoir passé 2 heures avec nous. Mais ça, vous connaissez oui, bien dans bien votre sûr, métier aussi. exactement. Donc voilà, c'était cette idée de faire à la fois quelque chose de dense, de global, de fort, de rendre proche les archives, notamment pour le jeune public en les colorisant. Il faut savoir aussi que l'histoire de la décolonisation, c'est les premières images d'archives qui arrivent en couleur. On le voit bien pour la guerre du Vietnam où toutes les images sont en couleur là, mais là, les années 50, vous commencez à avoir des images en couleur. Donc cette idée aussi, qui pour nous était importante pour que les gens regardent comme étant plus proche de l'histoire de la décolonisation et que le jeune public ait envie de regarder cette histoire. Vous avez vu que les images ont énormément marqué les gens parce qu'en couleur. Oui, c'est ça. Énormément. Il y a une force plus forte, on a le sentiment d'être au plus près de Oui, ce qui arrive. oui. Et la voix off n'a pas été choisie L'excellente. par hasard. L'excellente voix. L'excellente voix off de Lucien Jean-Baptiste, qui dans l'ADN, vous avez déjà travaillé avec Lucien Jean-Baptiste, et ses films parlent aussi de cette histoire pour unir, parce que l'idée, la volonté, l'ambition de votre film, c'est pas de montrer les Français du doigt, mais plutôt le système colonial. Bien sûr. Et de réunir grâce à l'histoire. Bien sûr. Et Lucien est dans cette affaire-là avec ses films aussi. Il a toujours été. Et Voilà. Lucien Jean-Baptiste, Lulu, oui. Lulu, oui. On a fait ensemble la série Artistes de France pour France Télévisions. On a déjà travaillé ensemble. C'est quelqu'un, en plus, comme vous le savez, qui, avant d'avoir sa carrière de cinéaste, sa carrière d'acteur, a été un très grand doubleur. Donc, c'est quelqu'un qui a l'émotion des mots, qui est capable de porter un récit pendant 3 heures, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Je rêvais, moi, de sa voix. Il a fallu, en même temps, parce que beaucoup de gens, à un moment, ont été imaginés pour raconter ce film. Et moi, depuis le début, je voulais que ce soit Lucien. Oui. Je trouve que la personne qui raconte un film est extrêmement important. Rappelez-vous que sur le film d'avant, Sauvage au cœur des œufs humains, c'était Abdel Malik qui avait fait la voix. Donc j'avais attaché beaucoup d'importance aussi à ça, parce qu'à un moment, il faut partager le récit, il faut être dedans, il faut avoir envie de s'immerger, il faut avoir l'émotion dans les mots, dans le phrasé que vous allez avoir. Et pour moi, Lucien, il était d'autant plus important qu'il est antillais, enfin martiniquais, et que les gens pensent que les Antilles, ou la Réunion, ou la Guyane, ou la Nouvelle-Calédonie, ne sont pas partie prenante de cette histoire des décolonisations. Et le fait que ce soit Lucien qui raconte, c'est aussi créer un lien entre les Outre-mer qu'on n'insère jamais dans l'histoire des décolonisations. Donc ça recrée du lien encore en plus. Et puis c'est une fidélité de travail. Cette équipe avec Lucien, on savait qu'on avait quelqu'un qui allait nous donner un supplément d'âme pour ce récit, d'émotion, de force. Et je trouve que pour 3 heures, c'est rare de trouver une voix qui vous porte pendant 3 heures. Sans faiblir. Sans faiblir. Voilà, c'était l'idée. Puis c'est un grand professionnel. Oui, totalement. Je tiens à dire que j'ai toujours beaucoup de plaisir à travailler avec Lulu et on partage beaucoup de choses ensemble. J'avais beaucoup aimé aussi les films qu'il a pu faire, notamment son documentaire Pourquoi il nous déteste. Oui, je l'ai interviewé pour ça. Voilà. Pour plusieurs films. Voilà. Et donc dans Pourquoi il nous déteste, je trouve qu'il a mis le doigt sur quelque chose d'extrêmement fort, dont on parle beaucoup, mais c'est un préfigurateur parce que maintenant il y a beaucoup de films dans cet esprit-là. Bien sûr. Mais c'est le premier. Interview avec le directeur de la radio. On les a tous marqués. C'est exceptionnel. Voilà. Et donc voilà, Lucien et moi, on a souvent comme ça ces points de connexion. On parle beaucoup de ces questions-là. On immerge un peu dans les mêmes manières de penser. Et en plus, on croit en cette chose fondamentale, c'est que en travaillant ensemble, qu'on va plus loin. Oui. Et je crois que c'est très important de le dire, c'est que le travail d'équipe, les regards croisés, les débats qu'on peut avoir, c'est parce que vous avez des équipes qui sont multiformes en termes d'approche, en termes de questionnement, que vous arrivez à faire des objets filmiques qui, quelque part, arrivent à écouter tout le monde. C'est-à-dire David, par exemple, qui n'avait pas une connaissance absolue de l'histoire des décolonisations, m'a poussé dans mes retranchements en permanence par rapport à tous les sujets. C'est-à-dire que des fois, il faisait le néophyte. Oui, c'est très intéressant. C'est important parce que ça oblige à dire, voilà, je suis ton téléspectateur, raconte-moi ce qui est l'essence du sujet pour que j'arrive d'abord à le comprendre, à le mettre en distance, à rentrer dans l'émotion de ceux qui vont témoigner et surtout à le rendre le plus juste possible en écoutant toutes les mémoires, tous les récits pour ne pas avoir à choisir. Il faut que ce soit les gens qui, chez eux, construisent leur propre affect par rapport au film, et le film en lui-même doit donner tous les éléments de compréhension au public pour plonger dans une histoire qu'on croit connaître. Beaucoup de gens m'ont dit ou m'ont écrit ces derniers temps, j'ai découvert plein de choses. Oui, on a découvert plein de choses. Le travail de l'école, la façon dont on nous a appris l'histoire, grâce à ce film, on se dit, peu importe sa couleur, parce que on essentialise beaucoup et c'est un de mes combats de ne surtout pas essentialiser, mais j'ai appris ça, je ne l'ai pas appris à l'école, comment ça se fait. Ça met en cause la question de l'école et on a vécu un drame absolu il y a quelques jours de cela où un prof d'histoire a été décapité et ça pose la question de la place de l'école. Pourquoi s'est-il retrouvé seul face à cette histoire récente et que ces caricatures ne sont pas dans les manuels. Et votre rapport à l'histoire, parce que ça fait très longtemps que vous travaillez sur ces sujets, aujourd'hui, parce que plus qu'il y a 2 ans,
l'actualité rattrape Mhm. votre travail. Est-ce que vous vous sentez entendu dans la façon que vous avez de parler de ces Mhm. sujets très forts, décolonisation, colonisation? Est-ce que vous avez le sentiment que le tabou est levé et qu'on va pouvoir vraiment entendre le travail que vous faites depuis des années maintenant? C'est deux questions différentes. Oui, Est-ce voilà. que le tabou est levé et est-ce qu'on Et est voilà, entendu? voilà. Et je dirais, pour la première réponse, je dirais, je pense qu'on est entendu pour des tas de raisons. Mhm, D'abord générationnelles. mhm, D'abord parce que je pense que depuis de nombreuses années, on travaille sur la question et que j'ai été dans des territoires extrêmement différents, ce soit en travaillant avec des Rachid Bouchareb, avec des Alama Bankou, en faisant ces petites séries pour France Télévisions avec des voix de people et de gens connus, en revenant après sur des livres beaucoup plus classiques, des essais très pointus comme La fracture coloniale, ou des beaux livres comme La France noire, ou des livres qui ont essayé d'innover, qui ont fait un peu de débat, comme Sexe, race et colonie, d'aller sur des territoires qui ont intéressé des publics très divers. Et d'avoir cette chance, dans les films comme dans les livres, d'avoir plutôt trouvé des publics. Donc, d'avoir amené un public au bout de 20-25 ans, y compris un public jeune maintenant, à écouter et à nous suivre. Et déjà, c'est une chance incroyable. Deuxièmement, est-ce que le tabou est levé? Non. Non. Le tabou n'est pas levé, on le voit au niveau des réactions des politiques. Ah. On le voit, cette histoire fait peur. Je dois être à mon 5e ou 6e ministre de l'Éducation nationale qui me dit à peu près, pas la même phrase, mais la même idée. C'est une histoire traumatique, le mieux c'est de ne pas en parler. Vous savez, ça part d'un chemin, c'est tellement compliqué, comme dans l'histoire de famille. C'est tellement complexe qu'il faudrait mieux pas en parler. Oui. Oh là là, ça va déclencher tellement de choses qu'il faudrait mieux pas en parler. Mm. Ou oh là là, c'est tellement, ils vont pas comprendre. Mm. Et le ils vont pas comprendre est global. Oui, c'est à la fois soit. les petits blancs de France Oui. et en même temps ceux issus de nos outre-mer ou des immigrations qui ne vont peut-être pas arriver à comprendre l'histoire de ce qui s'est passé avec leurs parents ou leurs grands-parents. Donc, au nom de tout ça, le tabou reste sur le silence qu'il faudrait maintenir. Donc je pense qu'on vit cette époque d'entre-deux, où on commence à être quelques-uns à être entendus, parce qu'on aborde la question peut-être un peu différemment, on travaille peut-être un petit peu différemment sur la question, puis on a la chance d'avoir maintenant tout le background de 25 ans ou 30 ans d'histoire que mes collègues ont pu faire et que nous avons pu faire, parce qu'il y a beaucoup de livres qui sont sortis, beaucoup de travaux sont arrivés, on connaît maintenant extrêmement bien tous ces éléments, que des deux côtés du miroir, des chercheurs brillants travaillent. Je travaille autant avec un Achille Membe, que je travaille avec un Ahmed Boubaker, qu'avec un Alama Bonko, un Dominique Thomas, qu'avec une Leila Slimani, que je vais aller travailler avec Génie sur la mémoire de l'Algérie, ou avec Benjamin Stora. C'est-à-dire que maintenant, il y a une diversité des chercheurs, des intellectuels, des écrivains qui font que ces questions sont omniprésentes. Les élites politiques ont encore beaucoup, ou médiatiques, ont encore beaucoup de mal avec cette histoire parce que, à la fois, elle fait peur. Deuxièmement, ils ne savent pas par quel bout la prendre. C'est devenu un tel tabou. Vous savez que moi, quand quelque chose est tabou, on le pose sur une table et on attend que ça bouge tout seul. Donc ça ne peut pas bouger tout seul. Il n'y a pas de pédagogie s'il n'y a pas d'action pédagogique. Il n'y a pas de transmission du savoir s'il n'y a pas d'enseignants. On voit bien qu'il y a des questions qui sont dures à appréhender à l'école. La Shoah a été dure, la liberté d'expression est dure, la laïcité c'est compliqué, l'histoire coloniale, j'en parle même pas, face à certains élèves qui voudraient ou pas vouloir entendre. Par définition, il y a des clivages dans une classe. Si vous avez dans votre classe 2 ou 3 jeunes qui sont issus d'une histoire harkie, c'est pas la même chose que d'avoir des jeunes antillais, c'est pas la même chose que d'avoir peut-être des jeunes dont les parents sont Front National, c'est pas la même chose que d'avoir des jeunes qui peut-être viennent d'une autre histoire, l'Arménie par exemple, ou autre, et que toutes ces histoires croisées font que certains ont envie d'entendre la mémoire de l'autre ou pas, ou vont avoir une appréhension différente du récit. Et l'enseignant, il est tout seul face à ça. Quand il est dans sa classe, il doit gérer non pas une classe, mais 30, 32, 33 gamins qui ont peut-être des mémoires familiales différentes, qui ont certainement des appréhensions différentes de cette histoire, qui pour certains ont pu aller glaner des choses sur Internet pour se faire leur propre récit ou combler leur trou de mémoire, parce que les parents n'en parlent pas toujours, parce que c'est dur de raconter l'histoire des grands-parents, raconter les grands-parents qui étaient indigènes, c'est pas facile. Raconter l'histoire de pourquoi vous êtes venu vivre dans le pays du colonisateur, c'est pas facile. Raconter d'où viennent les discriminations, on essaye toujours de les faire oublier pour ses enfants pour qu'ils réussissent à l'école. Raconter une histoire douloureuse, voire une défaite pour certains, parce que partir vivre dans le pays du colonisateur, c'est très compliqué à expliquer. Est-ce que c'est pas d'une certaine manière d'avoir fui après les indépendances son pays? Souvent, ces questions-là, elles sont mises sur le côté. Et comme ça fait à peine 20 ans que l'école commence à redécouvrir ce tabou, donc lentement par définition, puisqu'il est compliqué, et ben on se retrouve dans un entre-deux là aussi, où ben, il faut arriver à convaincre un peu tout le monde d'aller gratter cette histoire, et avec des élites politiques qui sont toujours contraints et forcés sur la question. Si vous préférez, on attend que les statuts tombent pour se poser la question de la commémoration dans nos rues. On attend que des historiens, des cinéastes, des romancières ou des romanciers écrivent sur la question pour se dire que c'est une question de société. C'est pour ça que la culture, c'est fondamental, ça fait bouger les curseurs. Toujours. Et le président est l'un des premiers, Emmanuel Macron, est l'un des premiers, peut-être parce qu'il n'a que 40 ans,
à toucher, à nommer les choses et à dire, bon voilà, pendant sa campagne, c'était peut-être une Oui. provocation de campagne, mais en tout cas, il l'a dit, crime contre l'humanité. Là, dans son dernier discours concernant le séparatisme, il a indiqué qu'on avait un passé colonial. Donc, Et etc. Il a repris le mot tabou d'ailleurs. Vous remarquez, oui, dans il son a discours, repris, oui, exactement. il a repris le mot Ouais. tabou. Donc, c'est peut-être son âge qui fait ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce Oui, qu'il n'y a pas là un mouvement? Et il sent peut-être une population qui est en demande parce que votre bien documentaire a sûr. été très accueilli. Oui, oui, non, mais je pense il est exactement au carrefour du temps. D'abord parce qu'il est jeune, il est né après, il a Ouais, 40 ans, voilà, il est de c'est cette ça. génération, il l'entend, il a travaillé avec Ricoeur, Mm, il entend bien les intellectuels qui lui en parlent, et en même temps, il en a peur par rapport à son électorat. tout à fait. Donc il est l'exemple type du paradoxe français dont on parlait tout à l'heure. C'est que d'un côté, il pense des choses, mais il ne peut pas forcément énoncer tout ce qu'il pense. Deuxièmement, comme il l'a dit dans plusieurs expressions, il est né après. Mm, Donc cette histoire ne le concerne que maintenant à travers la distance du temps. mm, Donc il n'est plus un acteur de cette histoire. Je vous rappelle que quand il y a eu l'élection entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen, c'était deux acteurs encore de l'histoire de la guerre d'Algérie. Et exactement. c'est il y a à peine 10 ans. Oui, Vous voyez, ces acteurs-là tout ont ça est très disparu récent. il y a Mm, très peu de temps, 2002, 20 ans, et ces mm, acteurs sont restés encore tardivement. mm, Marine Le Pen est l'héritière de son père, donc mm, ramène encore une histoire Algérie-française. Tout ça n'est pas totalement évacué de mm, notre récit contemporain. Lui, Emmanuel Macron, il arrive avec cette nouvelle génération politique aussi, où il n'est pas héritier d'une famille politique, la gauche française, qui est très très mal sur la question coloniale, ou la droite française, qui n'est pas mieux avec sa vieille nostalgie. mm, Donc tout ça étant en détachement par rapport à lui, il a une plus grande capacité à l'appréhender différemment. Et en même temps, c'est très macroniste ça, et en même temps, il est piégé par son électorat ou son entourage qui considère que la question est tectonique, oui. que la question est brûlante, parce qu'elle l'est, je ne vais pas mentir. Personne ne peut vous dire que vous allez gagner une élection sur ces enjeux-là. Et encore, Emmanuel Macron nous a démontré l'inverse, puisqu'avec sa déclaration d'Algérie sur le crime contre l'humanité, il a gagné une élection. C'est aussi là un paradoxe. Jusqu'à Mm, maintenant, on vous expliquait, ou on disait à un homme politique ou à une femme politique, ne parle jamais de ça. oui. La question coloniale, c'est le tabou absolu. Si tu veux arriver à fracturer un électorat, tu parles de ça. On voit bien que ça aussi a changé. Le Donc, temps a joué. le temps a joué que la jeune génération, aujourd'hui, depuis 20 ans, est d'abord à l'écoute du rap. Et Mm, dans le rap, ces questions sont omniprésentes. Elle va sur les réseaux sociaux, et sur les réseaux sociaux, ces questions sont omniprésentes. Les enseignants en parlent beaucoup plus qu'il y a 20 ans. Donc maintenant, ils ont appris beaucoup de choses sur cette histoire. mm, Donc par définition, on a fait une génération qui maintenant a fait son propre point de vue oui. en rapport à son savoir, sa connaissance, son éducation sur ce passé. Ce n'est pas Ils ont vu des films. Oui. C'est la génération d'indigènes, hein, pour Oui. dire comme on veut, mais ils sont post-indigènes même aujourd'hui. Ils l'ont vu le film, ils l'ont Mm, digéré, ils l'ont peut-être revu en classe. Ils ont vu beaucoup de documentaires sur la question parce que les enseignants les ont emmenés et que ces questions maintenant sur les mémoires, par exemple traumatiques de la guerre d'Algérie, sont appréhendées à l'école. mm, Tout ça est très nouveau. Moi, je suis d'une génération au bac, je ne savais rien quand j'ai passé mon bac parce qu'il n'y avait rien dans les manuels sur le passé colonial, ni oui. sur l'esclavage, Oui, c'est incroyable. ou sur l'immigration. Oh, oui. Donc, il y a quand même tout ça qui se rassemble, fait qu'on le voit bien que des moins de 30 ans, pour faire simple aujourd'hui, ont un point de vue sur ce passé. Et le fait qu'aujourd'hui, on soit confronté à ces séparations, Mm. à des envies identitaires, à un communautarisme clair, Mm. est-ce que c'est pas la résultante, un des facteurs, sinon ça serait réducteur, de ce silence? Aujourd'hui, il y a une demande de cette jeune génération. Et si vous nourrissez avec les prochaines heures Ouais. que vous avez de encore plusieurs documentaires de Mm. ce type, est-ce que vous pensez, en étant peut-être optimiste, qu'on peut arriver à casser ces fractures qui sont en train de se dresser? Est-ce que l'histoire peut servir à ça? Ça peut être un des éléments. Il ne faut pas donner plus de poids à l'histoire D'accord. que ce qu'on pourrait espérer. D'accord. Parce qu'on pourrait penser que l'histoire va résoudre toutes les problématiques de mémoire. Mm. Les discriminations, par exemple, la manière dont quelqu'un est appréhendé dans une société, la manière dont il trouve un emploi, la manière dont la police réagit avec lui, la manière dont les élites politiques lui ressemblent ou non, les élites médiatiques lui ressemblent ou non, a autant d'importance pour se fabriquer une mémoire, une identité dans une société que la manière dont l'histoire parle de vous ou comment vous appréhendez l'histoire de votre pays ou comment votre pays vous regarde. Ce qui n'est pas encore la même chose. Hein. Mais c'est très important. Je me souviens qu'on avait fait une étude en 2003 à Toulouse avec des jeunes au lycée Berthelot. J'ai fait ça avec mes amis qui sont dans le film d'ailleurs, Hakim et Mousse de Oui. Monokram de Zelda. Zelda. Elle est motivée. Et on avait posé la question aux gamins sur l'histoire coloniale, l'histoire de l'immigration. En dehors du savoir, de la connaissance, en dehors que les gamins disaient généralement les supports, monsieur, qui parlent de l'histoire de l'immigration, c'est jamais beau. Des trucs qui étaient vachement intéressants à analyser. Il y avait une phrase qui revenait toujours, c'était notre place, c'est eux qui parlaient, hein, notre place dans le récit français. Comment on est vu? Comment on parle de nous? Comment on parle de nos grands-parents? Comment on se situe? Quelle image de nous à l'histoire? Quelle place avons-nous dans l'histoire? Ce que pourrait très bien dire d'ailleurs une jeune femme, c'est elle ouvrait un manuel scolaire dans les années 2000, la place des femmes dans l'histoire de France, qui était une catastrophe. Enfin, c'est plutôt de la visibilité d'ailleurs. Oui. Et ben, là, on peut le comprendre, parce que ces gamins avaient à la fois, ils se disaient, bah, soit on est invisible, soit on est du mauvais côté de l'histoire. On n'est jamais français, en tout cas.
Et donc, vous voyez bien, c'est des choses qui sont très différentes. C'est pas que de l'histoire, ça. C'est la manière dont on va raconter l'histoire. Puis à côté, il y a l'histoire coloniale ou l'histoire de l'immigration qui n'est pas valorisée, ou mal connue, ou mal diffusée, ou trop tabou, ou l'histoire de l'esclavage, en fonction des populations et de leur lieu de vie, ou de leurs origines, tout simplement, antillaises ou non, par exemple. Et puis au final, il y a la manière dont on remet l'histoire à l'endroit. C'est-à-dire comment on va raconter l'histoire coloniale. Est-ce qu'on la raconte d'ici, ce qui est déjà un choix, ou est-ce qu'on essaye de décentrer un peu les regards, comme dirait Achille Mbembe, et qu'on la regarde presque d'un endroit non fixé, Neutre, oui. neutre, et qu'on essaye de comprendre le regard des deux côtés de l'histoire, ce qui est déjà beaucoup plus compliqué. Ça crée un beau trait d'union. Voilà. Et bien tout ça, c'est à peine en marche. Donc on peut comprendre que tout ça est un des éléments qui permettent de soit réduire les fractures, soit dans certains cas, parce que certains peuvent aussi instrumentaliser l'histoire, je vous le rappelle, pour accentuer les fractures. Oui, on en connaît. Voilà, vous voyez comment l'histoire peut être très compliquée. Certains peuvent considérer que cette histoire ne leur appartient qu'à eux, comme on fait pendant très longtemps les nostalgiques sur l'histoire coloniale, par exemple. Ils ont considéré qu'il n'y avait que les Blancs qui devaient en parler. Parce que l'histoire coloniale, c'est la grandeur de la France. En quoi les descendants d'indigènes vont venir nous faire une leçon sur l'histoire? Et d'autre côté, vous en avez certains aujourd'hui qui peuvent dire non, non, cette histoire n'appartient qu'aux descendants d'indigènes, parce qu'il n'y a qu'eux qui peuvent ressentir ce qui s'est passé. Oh là, on s'arrête, on dit attendez, là, vous êtes en train de me parler de mémoire en fait. L'histoire, c'est pas ça. Parce qu'il y a la commémoration. Commémoration, c'est les statuts. C'est ce qu'on en dit, le pouvoir officiel. Là, c'est un sujet, ça. Qu'est-ce qu'on a dans nos rues pour parler de notre histoire? Après, vous avez la mémoire. Vous, moi, beaucoup de gens n'ont pas la même mémoire. Et on n'aura jamais la même mémoire. Et c'est nos mémoires qui sont liées à nos récits familiaux, à nos parcours personnels, à ce que nos parents, nos grands-parents nous ont légué, peut-être le pays d'où sont venus nos parents. Moi, je suis breton, j'ai une part de mon histoire qui est bretonne. Hein. Puis c'est pas celle des gens du Sud. Hein. C'est mon histoire bretonne, de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, ou de mon arrière-grand-mère. Voilà. Ça, c'est les mémoires. Et puis il y a l'histoire. C'est le récit, c'est ce qu'on en fait. On peut donc avoir une histoire commune, c'est l'histoire coloniale, mais avoir des mémoires différentes. Ça n'empêche pas que dans cette histoire commune, on trouve beaucoup de liens pour dépasser les fractures de l'histoire, parce que nous ne sommes pas non plus les mêmes acteurs qu'hier. C'est pas parce que je suis descendant de blancs que dans l'histoire, je suis un blanc aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis un descendant de cette histoire, pas des blancs. Et je dirais que n'importe quel interlocuteur, on l'a bien vu avec les jeunes qu'il y a dans le film, ils essayent pour beaucoup de prendre une forme de distance, parce qu'ils sont encore liés à leur mémoire, mais ils veulent aussi dépasser les fractures des mémoires pour en faire une histoire commune. Je trouve ça très important à entendre dans le film. Parce que c'est quelque chose qu'on a entendu chez beaucoup de gens. Vous savez, ces deux femmes qui ont vécu la guerre d'Algérie. L'une a placé une bombe et l'autre a perdu une jambe dans un attentat. Incroyable. Qui sont dans l'attentat où la jeune fille a mis l'autre une bombe, du FLN. C'est un miroir incroyable. Voilà. Et toutes les deux ont leur histoire, leur mémoire, mais elles ont aussi une histoire commune. Et elles acceptent aujourd'hui, 60 ans après, 65 ans, pardon, de parler en commun dans un film. Et en l'assumant, parce que le ton de la dame qui a posé la bombe est incroyable. Incroyable. Elle assume. Je trouve que, voilà, on est arrivé dans cette temporalité-là. Et je pense qu'elle donne un exemple pour ceux qui veulent refabriquer des guerres de mémoire, pour considérer qu'un tel ou un tel serait illégitime pour raconter l'histoire, pour continuer à stigmatiser en disant aujourd'hui c'est comme hier. Non, 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 attendez, vous n'avez pas connu ce qu'ont vécu nos grands-pères, peut-être aux colonies, et je peux vous dire quelque chose, c'est ce qu'était la vie d'un indigène aux colonies, c'est parce que vous vivez aujourd'hui. Même si aujourd'hui il y a encore des discriminations, nous les combattons, mais attention, de croire ou de faire dire ou de penser même que nous vivons le même destin que ce que nos grands-parents ou nos grands-mères ou nos grands-pères ont pu connaître, ce n'est pas vrai. Surtout que ce que vous avez dit aussi tout à l'heure sur le système et les Français, ça c'est très important dans le documentaire. Vous avez travaillé sur cette idée, sans vraiment le montrer, mais en tout cas c'est ce qu'on sent tout le temps, faire la différence entre les Français, parce qu'aujourd'hui on est dans une identité où on a l'impression que les Blancs contre les Noirs, les femmes contre les hommes. Les Français n'ont rien à voir avec le système colonial. Vous pouvez le rappeler. Parce qu'en fin de compte, ce qu'on oublie, c'est que les décideurs, c'est des politiques. Oui, c'est ça, c'est une affaire politique, le système colonial. Le choix de faire la colonisation ou de ne pas continuer à coloniser ou décoloniser est d'abord une affaire de politique. Et on se rend compte en permanence qu'il y a une manipulation de l'opinion. Et si on avait demandé aux Français, vous préférez qu'on construise, comme disait l'abbé Pierre en 1954, vous préférez qu'on construise des maisons pour les pauvres ou faire la guerre d'Indochine, 95% des Français auraient répondu des maisons pour les pauvres. Sauf qu'on n'a jamais demandé aux Français ce qu'ils en pensaient. Si on avait demandé aux Français, vous êtes d'accord pour qu'on fasse des camps de regroupement pour 2,5 millions de femmes et d'enfants en Algérie sans les nourrir? Je pense que les Français auraient dit non. Est-ce que vous êtes d'accord pour que vos enfants, vos fils, vos pères, vos cousins, vos frères, vos cousins aillent mourir pour l'Algérie? Les Français auraient répondu non. Et est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on mette des gens en prison qui réclament en fin de compte les valeurs de la Révolution française et de la liberté? Les Français, dans la grande majorité, auraient répondu non. Même ceux qui croyaient en l'Empire, parce qu'ils auraient découvert que de l'autre côté, il y avait des gens qui partageaient nos valeurs démocratiques et qui voulaient tout simplement être libres. Vous avez entendu ce que dit à un moment un personnage dans le film, il dit, qui est très connu, qui s'appelle Manu Dibango, et il dit cette phrase avec le rire de Manu. C'est sa dernière interview.
à le dire. J'ai beaucoup dommage qu'on l'a remonté J'y ai pensé. au moment de sa mort pour France Télévisions. Et Manu dit, vous savez, pour que les Français puissent comprendre, c'est un peu comme vous, les Français, quand les Allemands sont venus vous occuper. Exactement. Et je trouve que, venant de lui, parce qu'il a cette bonne humeur pour le dire, ça passe beaucoup mieux que si moi je le disais, et que c'est très fort. Et d'un seul coup, il pose les jalons de quelque chose que des fois les gens ont beaucoup de mal à comprendre. Et d'un seul coup, on découvre que les hommes politiques, parce que c'est essentiellement des hommes à l'époque sous la 4ème République, ont fabriqué une matrice du refus d'entendre ce qui se disait de l'autre côté des mers, ont imposé la guerre et ont imposé la violence, parce qu'ils voulaient électoralement et politiquement garder l'Empire. Le pire, c'est qu'ils en ont gardé un bout. Un bout. Parce que tout le monde oublie. Tout de même. Quand les gens disent, oui, mais c'est fini au moment. Ah non, Non. c'est pas fini. 17% Non, de l'Empire est resté. Oui. Ils ont gagné une partie de leur pari. Ce que tout le monde oublie aussi. Comme tout le monde oublie que le De Gaulle de 58 n'est pas le De Gaulle de 44-45. Voilà. Des grandes répressions. Ça, c'est incroyable dans le film. Ah bah, parce que vous avez exemplaire une même. figure, voilà. Exemplaire. Vous écorchez une figure incroyable. Et c'est Parce très important. Oui, voilà. On a le temps de le faire. Voilà. C'est rare dans un film d'arriver à expliquer la complexité, y compris d'un personnage historique. Oui. Le De Gaulle de 43, 44, 45, tout à fait, n'est pas celui de 58, 59, 60. C'est inédit, ça, d'arriver Oui, parce qu'on a eu du temps dans le film pour le faire, parce qu'on a pris beaucoup de temps dans l'écriture. C'est 1 an d'écriture. Et de va-et-vient avec David. Pour vous dire, on avait tellement écrit que ça m'a permis de faire un livre avec mes collègues Nicolas Bourcel et Sandrine Lemaire. Non mais on avait 1 million de signes. Il faut se rendre compte que le film n'a besoin que de 70 000 signes. Et on avait 1 million de signes écrits. Dans lequel on a puisé ce qui était la substance qu'on voulait dire. Mais à un moment, on s'est retrouvé avec, j'ai dit à mes collègues, qu'est-ce qu'on en fait? On a un livre, et on en a fait un livre qui est sorti 6 mois avant le film d'ailleurs, qui était prêt avant, parce qu'après le montage est très très long. Et ça prouve bien que là, on a pris le temps de se dire, qu'est-ce qui permet aux Français d'arriver à comprendre? Par exemple, quand vous passez beaucoup de temps, vous avez le temps de faire du synchronisme. Par exemple, on se dit, au moment où on perd la dernière colonie d'Asie, les comptoirs des Indes, démarre dans la même minute la guerre d'Algérie. Au moment où on voit telle population en Tunisie réclamée, on se rend compte que l'armée française ne peut plus faire la guerre partout parce qu'elle a le Cameroun, l'Algérie, donc elle est obligée de lâcher la Tunisie et le Maroc. Et ça, c'est parce qu'à un moment dans le texte, vous avez le temps de l'écrire, le temps d'en discuter, que vous n'êtes pas pris au piège de ce que je pourrais appeler l'urgence de faire un film court ou d'aller vite. On a eu nos film Wikipédia. Voilà, nos producteurs nous ont laissé le temps d'écrire. Oui, complètement. Et de discuter, et de faire des choix. Des fois, David m'a dit, écoute, ce que tu as sur le Cameroun, je suis d'accord avec toi, mais on ne peut pas en mettre autant. Alors, aux grandes dames de mon ami Achille Membe, qui d'ailleurs été interviewé ici, dans cette même pièce pour ce film. Et Achille me dit, ouais, mais est-ce que tu as parlé de ça? Est-ce que tu as parlé... Achille, oui, mais bien sûr. C'est 1/43e le Cameroun. Voilà, chacun veut y mettre, parce que vous avez été voir absolument tous les continents et les pays colonisés. Et chacun veut raconter sa douleur et son histoire. C'est tout à fait logique. Et en même temps, ce qui était très important d'expliquer à tout le monde, c'est qu'il faut qu'on puisse la raconter aussi à l'aune des autres histoires, parce que d'un seul coup, sa propre histoire prend sens. Je donne un exemple qui est très simple. Quand les gens pensent que les Outre-mer actuels ne se sont pas battus pour les indépendances, c'est parce qu'on n'a jamais pris le temps de raconter ce qui s'est passé des non-indépendants de ces pays. C'est la phrase de Lilian Thuram quand il reste 1 seconde en flottant, quand il dit on n'a peut-être pas raconté parce qu'on n'a pas gagné. Et donc on s'arrange avec son histoire. On la met de côté, on ne dit pas qu'on s'est battu pour les indépendances. Si, pourtant la Guadeloupe, c'est comme la Polynésie. Quand vous prenez le temps de raconter que la plupart des leaders politiques polynésiens étaient en prison en France, on comprend pourquoi la Polynésie n'est pas devenue indépendante. Et puis on comprend mieux la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. Puis on comprend mieux pourquoi on envoie Debré à la Réunion. À la Réunion, il est passé la semaine dernière, ça fait un tabac. Voilà, les retours que j'ai l'île de la Réunion sont hallucinants depuis. Le film voyage, le film arrive dans d'autres pays. Exactement. Comment c'est perçu? Et chacun découvre que sa propre histoire, elle a sa place, mais en même temps, elle ne peut être comprise qu'à l'aune de ce qui s'est passé aussi autour. C'est une géopolitique. Exactement. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Ça se raconte comme un conflit mondial. Totalement. On l'a traité comme si David et moi, on avait la Seconde Guerre mondiale ou la Première Guerre mondiale à traiter. Voilà. Et du coup, ça met tout en perspective. Et vous êtes obligé de le faire parce que si vous voulez, et là on parlait d'éducation ensemble avec les élèves dans des classes, si on veut qu'un élève comprenne l'histoire du monde, vous savez bien que vous ne parlez pas que d'une date. Vous prenez la date, vous la mettez dans son contexte, vous parlez des protagonistes, vous parlez de ce qui se passe autour, vous parlez des choses qui arrivent avant, pendant et après l'événement, vous montrez les interactions qu'il y a, sinon vous faites juste de la chronologie. L'histoire, c'est de faire du sens, d'arriver à comprendre, mais pourquoi les Français lâchent la Tunisie et le Maroc? Mais pourquoi les Français ont telle position en Indochine? Qu'est-ce qui se passe avec les comptoirs des Indes?
Moi, je trouve fascinant d'avoir eu le temps pendant 3 minutes d'expliquer ce qui s'est passé. Personne ne sait en France qu'on a perdu les comptoirs des Indes et quelle date, par Mais exemple. complètement, ça, j'ai Et que aucune c'est idée. l'armée indienne de Nehru qui Oui, était simplement aux portes des comptoirs oui. des Indes et que les Français se sont dit on va pas prendre 2 Bien Phu. Hein. Et d'un seul coup, on découvre des choses qui sont essentielles, comment des fois le temps s'accélère, puis la vie politique, les positions d'un Mendès France qui sont très compliquées à Mm, l'époque, mm. les ambiguïtés d'un Mitterrand et plus que les ambiguïtés. Plus que les ambiguïtés, Voilà, oui, les moi, je dirais trahisons de la beaucoup. gauche française, de ses Oui, grandes valeurs, oui, mais en même temps des hommes comme Rocard qui sont exemplaires. mm. Il faut du temps pour raconter tout ça. Oui, complètement. Et pour les replacer, pas simplement avec un côté mythologique, dans un récit cohérent. C'est-à-dire qu'on arrive à comprendre la prise de position de l'un et d'accepter que ce qui a des fois été trop fait, par exemple la guerre d'Algérie a souvent étouffé tout le reste du récit. Parce que, ce qui est logique, les appelés, les réappelés ont été faire la guerre là-bas. Mais pendant ces 8 ans de guerre, il se passe plein de choses partout. Oui, Aux Antilles, en Polynésie, à La Réunion, au Cameroun. Donc tout le monde oublie la guerre au Cameroun. oui. Et il y a moi, le nombre de gens qui m'ont dit mais je ne savais même pas que l'armée française a fait la guerre au Cameroun. C'était même pas ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait même eu la guerre. Oui, en fait. Et on Déjà, était qu'après pas il y au avait courant. autant de morts, Mm. que les populations civiles avaient été autant victimes, que la guerre avait continué après les indépendances, Oui, qu'on avait mis Aïdjo au pouvoir, oui, qu'on avait éradiqué l'UPC. Mm. D'avoir le temps de raconter tout ça. oui. Ce n'est qu'un des Le exemples. Postier a eu un destin incroyable. Voilà. Et donc, c'est parce que d'un seul coup, les gens se disent ah ouais, donc s'il y avait le Cameroun avec son hyper-violence, c'est comme ça qu'on a imposé aux autres pays d'Afrique noire Mm. le fait d'accepter le processus d'indépendance. Parce qu'à chaque fois, les Français disaient si t'es pas sage, tu vas connaître la situation du Cameroun ou de Madagascar en Ouais. 1947. Ouais, ouais. Et là, vous vous mettez à comprendre les interactions qu'il y a un peu partout. Et parce que c'est ça qui fait de l'histoire. Mm. Je vous dis, c'est comme si on avait raconté, d'ailleurs on l'a un peu raconté comme ça, comme la plus longue guerre de la France au XXe siècle. Ouais. Et pour les gens, si on leur posait la question avant sur un petit bout de papier, Mhm. quelle est la plus longue guerre de la France au Mhm. XXe siècle, mais vous ne répondez pas les décolonisations. Non, pas du tout. C'est pas. Les deux, voilà. C'est pas un truc qu'on fixe dans le Oui, temps. oui, Maintenant, complètement. c'est les 30 glorieuses. Oui. Imaginez le terme. Oui. 30 glorieuses, c'est comme ça que nos enfants dans les écoles apprennent cette époque Alors que c'est une époque de guerre. voilà, beaucoup plus compliquée. Et Mhm. vous parliez tout à l'heure de la Tunisie et du Maroc. La différence entre un protectorat et une colonie? Le protectorat est censé être en co-tutelle, c'est-à-dire qu'on garde les autorités en place quand la France devient protectrice de ces pays. Par exemple, le sultan. Mhm. Vous voyez bien qu'au Maroc, le sultan a gardé, sous tutelle, mais a gardé une autorité. Mhm. Elle est très symbolique, je vous l'accorde, comme le d'être Tunis, Mhm. là, ou la reine de Madagascar, Mhm. mais, ou en Annam au Vietnam, mais il y a toujours des autorités locales D'accord. qui exercent symboliquement, politiquement, ou en partie politiquement, une forme d'autorité sur les populations. Et donc il y a un traité de protectorat où la France, en fait, n'est pas maître d'œuvre à 100% et vient protéger, mettre sous tutelle, si vous préférez, le territoire. Ce qui veut dire que vous avez toujours une autorité politique qui continue à symboliser l'unité nationale. Mhm. Le sultan au Maroc, on connaît bien, on l'imagine bien, et d'ailleurs il est devenu à un moment un des grands acteurs des indépendances, puisque les Français vont destituer le sultan pour remettre un autre sultan à leur place, et c'est ce qui va faire basculer le Maroc vers les indépendances. Une colonie, il n'y a plus aucun pouvoir local qui est reconnu, et qui n'est même pas en copartenariat avec les Français. Mhm. Les Français imposent leur pouvoir. Alors, il peut y avoir plusieurs formes de colonies, des colonies de peuplement, comme l'Algérie ou la Nouvelle-Calédonie, Mhm. des colonies purement d'exploitation territoriale, où le pouvoir est exercé par un gouverneur, Mhm. et ce gouverneur-là peut à un moment ou non faire appel à des élites locales, dans des, par exemple des gouvernements locaux, ou petit à petit les faire participer à l'exercice du pouvoir, toujours sous tutelle, mais ils ne sont plus des partenaires en tant que tels, ils deviennent des exécutants du pouvoir colonial, ils font même partie de l'institution coloniale. Mhm. Ce que le film aussi montre très bien, c'est que la France a placé en grande partie des futurs chefs d'État qu'elle a puisés mais très proches d'elle, dans Oui. ses gouvernements, Bien sûr. chez ses députés, Oui. dans la vie politique, Senghor. dans les gouvernements locaux. Oui. Senghor, Voilà, Houphouët-Boigny, oui, la exactement. plupart Mm. de ceux qui vont prendre le pouvoir ont été des acteurs de la vie politique française de la 4ème République. Et ce Oui. qui montre tout le côté complètement emmêlé de cette histoire. C'est pas d'un seul coup des Spoutniks qui Oui, débarquent. oui, oui. Ho Chi Minh Oui, a... c'est des gens qui connaissaient les codes. Et puis qu'on fait Du système, et français. les valeurs de la Révolution Oui, française, voilà, les c'est valeurs ça. de la vie politique française, Mhm. les entrejans des débats où Houphouët-Boigny et Mitterrand, quand ils discutent politique, c'est en fait deux députés français qui parlent Oui, voilà, c'est et ça. qui choisissent leur, je dirais, leur proximité ou leur éloignement de camp. Donc c'est des gens qui vivent totalement un système parce qu'ils en ont été aussi les élites à un moment. Houphouët a été ministre. Oui. C'est pas juste quelqu'un qui est passé dans le... Non, il a été ministre. Vous apportez beaucoup, beaucoup de nuances. C'est un mot auquel je tiens beaucoup. Et à chacun de mes interviewés, je leur pose la question. La place de la nuance dans cette société où la radicalité est un peu reine. Vous l'apportez avec force et conviction. Le documentaire sera-t-il diffusé dans les écoles pour justement que les enfants se réapproprient ce mot de la nuance?
Alors, pour qu'il soit diffusé dans les écoles, il y a 2 choses qui sont nécessaires. La première, c'est que des enseignants ont envie de le montrer à leurs élèves. Donc j'espère que les enseignants vont avoir une troisième, mais le format de 2 fois 90 minutes n'est pas forcément très bien adapté. C'est pour ça qu'on a fait des petites pastilles de 6 minutes sur le Mumli, qui est un système très très bien de France Télévisions. Vous pouvez les récupérer gratuitement. Bah, faites-le. Voilà, il y a 6 formats de 6 minutes sur des sujets très précis pour que l'enseignant puisse, dans un cours d'1 heure, l'utiliser avec ses élèves. Ça, je trouve que c'est une très belle initiative de France Télévisions, et ça permet d'être, vous savez, la pédagogie, c'est aussi l'adaptation aux pédagogues, et donc aux élèves. Donc là, déjà, l'outil existe, et je sais qu'il a déjà été extraordinairement téléchargé depuis qu'il a été mis en place depuis 15 jours. Alors, il est vrai que les films sont plutôt adaptés à des soirées, je pense, ou à des journées de projection, donc hors classe. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas avec des élèves, hein, mais c'est moins que le format pédagogique classique. Ça, c'est à l'initiative des professeurs. Puis après, et la demande des élèves potentiellement. Après, il y a la volonté du ministre, d'un ministère. Ce qui est déjà plus compliqué. On parlait de politique tout à l'heure et des réticences. C'est un sujet qui fait encore débat, et je ne connais pas la position du ministre de l'Éducation nationale sur l'intérêt ou non de diffuser ce film. Alors, il y a une exposition pédagogique qui l'accompagne, il y a un livre qui l'accompagne plus pour les enseignants, une expo pour les jeunes, pour les élèves, collège, lycée, qui permet aussi d'appréhender le film avant d'aller le voir. Parce que je pense que ce qui est très important, c'est que le professeur puisse travailler avec cette expo, c'est 20 panneaux, si vous préférez, qui permettent, avant que les élèves rentrent en classe, regardent le film, en classe, de travailler sur les grandes étapes chronologiques. Avant, après la Seconde Guerre mondiale, le temps de la guerre froide, ce qui s'est passé à Suez, le début de la guerre d'Indochine, le début de la guerre... Donc d'avoir les jalons avec les élèves avant qu'ils plongent dans le film. Ce qui permet à la fois d'être entre le cours, avec les grands moments, et le film qui vous fait plonger dans le récit. Donc il y a tous les outils qui sont là. Donc certains enseignants le feront très naturellement. Maintenant, de là à ce que l'Éducation nationale en fasse un axe pro-réactif en étant plus incitateur sur la question, j'attends de voir. Oui, bon, ils ont tout ce qu'il faut en tout cas en main. Les outils sont là. Voilà, c'est une volonté politique. Une volonté politique, et la population est en demande. On le sent bien qu'on a envie de connaître un peu notre histoire commune pour faire un peu lien et échapper aux différentes envies identitaires. Est-ce que vous avez le sentiment que les actions terroristes ici et là ont comme un bout d'ADN cette envie de vengeance par rapport à cette histoire mal connue? On le sait parce que les travaux qui ont été faits maintenant sur Al-Nusra ou Daesh, par exemple, qu'on connaît bien, tellement ils ont publié et à la fois de vidéos et même de journaux en ligne et de presse pour leur public francophone, parce que ça a été aussi travaillé par pas mal de chercheurs. La question coloniale représenterait entre 30 et 40% des thèmes abordés. Parce que c'est un outil idéologique de rancœur contre l'Occident, de bras de fer contre la vengeance ou la rancœur de ce qui est arrivé à leur père ou à leurs grands-parents, une manière de mobiliser aussi des jeunes qui vont avoir une détestation par de ces pays, une vieille frustration, dont on va donner du sens et de l'explication au regard du passé colonial. La ligne Picot, par exemple, qui traverse la Syrie et l'Irak, a été fortement utilisée comme étant une ligne créée par les Français et les Anglais pour séparer cette partie du monde et démontrer qu'ils étaient venus d'une certaine manière détruire une unité qui existait au sein de l'islam. L'histoire de la conquête de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie ont été très présents. Donc pour les publics francophones au Maghreb, pour les publics francophones bien sûr en France, Belgique ou le Canada également, la Suisse ou la Belgique, on voit que ces questions étaient très présentes. Elles sont très présentes dans une forme de radicalité parce qu'elles font partie, chez certains de ces jeunes qui s'engagent, d'une forme d'humiliation que l'Occident, à leur rencontre au sens global, hein, général, et donc à l'encontre de l'islam, aurait comme une longue traçabilité sur le temps. Et donc c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé. Comme il y a un vide d'éducation de nos pays pour parler de ces questions, et ben d'autres s'y engouffrent, et donc d'une certaine manière pénètrent totalement à l'intérieur de ces questions-là. Non. Ben, on a toutes les infos pour pouvoir continuer à travailler sur ce sujet. Vous allez faire certainement d'autres documentaires sur la question. Hein, vous avez, sur les mémoires, on réfléchit beaucoup à faire un documentaire sur la période 1970-2020, 50 ans de non-écriture de l'histoire coloniale en France. Super. Ce serait le troisième volet de décollage. En gros, oui. Bah, il y a toute la matière. Bah, oui, j'imagine. Alors, moi et tous ceux qui sont d'accord avec moi, vous encourage à le faire. Merci pour ce travail. Merci à vous. C'est important. Et à très bientôt. 60 jours, enfin, jusqu'à fin novembre, sur le Plus de France Télé, la plateforme de France Télé, vous aurez le documentaire. Et à très vite pour la prochaine, alors. Merci à vous. Voilà. Bon, à très bientôt. À très bientôt.